Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Merci d'être venus si nombreux à cette conférence. Alors je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui Sylvie Thénault, que je remercie d'avoir accepté cette invitation et qui va donc inaugurer ce cycle de conférences de culture générale de cette année universitaire 2024-2025. Alors, Sylvie Thénault, vous êtes historienne, directrice de recherche au CNRS, membre du Centre d'histoire sociale des mondes contemporains de l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Vous êtes l'une des grandes voix de la guerre d'Algérie ou de la guerre d'indépendance algérienne, comme vous la soulignez souvent. Vous participez également à des travaux qui s'inscrivent dans le processus de reconnaissance des crimes commis pendant cette guerre d'indépendance, et vous dirigez une revue d'histoire en accès libre, je précise, matériaux pour l'histoire de notre temps. C'est le nom, le titre de la revue. Alors votre première recherche sur la guerre d'Algérie remonte, je crois, à ce qu'on appelait à notre époque un mémoire de maîtrise, consacré à la manifestation du FLN du 17 octobre 1961. Et dans le prolongement de ce travail, vous avez choisi de consacrer votre thèse à la justice dans la guerre d'Algérie, dont votre ouvrage, Une drôle de justice, les magistrats dans la guerre d'Algérie, est issu, je crois, en grande partie. Et cet ouvrage est publié aux éditions La Découverte en 2001. A été publié aux éditions La Découverte en 2001. Et depuis, vous n'avez cessé de vous intéresser et d'approfondir la question des violences coloniales. Et vous êtes l'autrice de plusieurs ouvrages et de très nombreux articles sur cette question. Et je mentionnerai seulement votre dernier livre, Les ratonnades d'Alger, 1956, une histoire de racisme colonial, publié au Seuil en 2022. Alors, il va sans dire que la question de la justice pendant la guerre d'indépendance algérienne ne peut qu'éveiller la curiosité des juristes, car si nous avons une petite connaissance, très limitée en ce qui me concerne, des grands événements tragiques qui ont jalonné cette drôle de guerre, comme vous l'appelez, des événements qui se sont d'ailleurs déroulés sur les deux rives de la Méditerranée. La journée des tomates du 6 février 1956, le 13 mai 1958, la semaine des barricades, fin janvier 1960, la manifestation du FLN du 17 octobre 1961, celle du métro Charonne du 8 février 1962, le putsch d'Alger et de 1961, et bien sûr les accords d'Évian. Donc, si nous avons, nous aussi, juristes, peut-être une connaissance, on va dire, un prisme très limité à travers le fameux arrêt Canal qui doit rappeler des souvenirs à certaines et certains d'entre vous, au fond, le rôle et le fonctionnement de la justice et celui d'une justice d'exception pendant cette période sont relativement méconnus. Ce que je voudrais dire, c'est que les récits sur la guerre d'Algérie, les récits et les témoignages sont nombreux sur la torture, les disparitions, les condamnations, les exécutions sommaires, mais de manière générale, le droit et les institutions juridiques constituent un petit peu le point aveugle de ces travaux, alors même que le droit est un instrument au service du pouvoir, a fortiori quand il s'agit de légitimer un régime d'exception. Or, l'originalité de votre démarche scientifique repose, entre autres choses, sur la mobilisation. Vous êtes historienne, mais vous mobilisez, vous analysez, vous croisez une multitude de sources, en particulier des lois, des décrets, des circulaires, des rapports, des travaux de commission. Et pour le ou la juriste, conscient de la dimension évidemment politique du droit et attentif à la question des effets du droit dans la vie sociale, votre travail constitue bien évidemment un apport inestimable et invite à faire dialoguer aussi les disciplines. Alors peut-être un dernier mot pour remercier au nom aussi de toute la faculté de droit ma chère collègue et amie Karine Parot, qui a pendant plusieurs années assuré avec
toute l'énergie qui est la sienne, l'organisation de ces conférences de culture générale. Et elle avait d'ailleurs accueilli, ici même, dans le cadre de ces conférences de culture générale, Daniel Lechac, qui était venu parler du rôle des juristes, mais du rôle des juristes universitaires sous le régime de Vichy, et au fond de leur contribution indirecte sans doute, mais de leur contribution à la légitimation et à la politique antisémite du régime de Vichy. Voilà, Sylvie, c'est à vous. Bien, merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Alors, j'ai l'habitude de publics très divers, mais bien sûr plus des publics d'historiens et d'étudiants en histoire que d'étudiants en droit. J'essaierai de faire les rappels à minima pour vous permettre de comprendre ce que je vais dire. Si vous avez des questions, je vous demanderai de les noter, mais de ne pas m'interrompre, parce qu'en fait, c'est quand même un exercice avec une certaine concentration et je vais perdre mon fil. Je vais essayer de penser à faire des pauses en vous disant que vous avez des questions à ce stade, mais voilà. En tout cas, je vais rappeler l'essentiel pour comprendre ce que je vais dire. Mais vraiment, j'ai envie de dire, profitez de ma présence. Si vous avez toute question sur l'histoire de la colonisation en Algérie et de la guerre d'indépendance, qui sont mes spécialités d'historienne, n'hésitez pas, même si ça ne concerne pas la justice et le droit. Si je peux vous répondre, je le ferai volontiers. Alors, effectivement, comme l'a dit Madame Mera, que je remercie de cette invitation et de l'énergie que j'ai bien vue qu'elle avait consacrée à la préparation de la conférence, j'ai choisi un titre le plus simple et le plus parlant, qui est donc « Justice et droit d'exception pendant la guerre d'Algérie », même si, vous venez de l'entendre, chez les historiens aujourd'hui, on parle plutôt de guerre d'indépendance algérienne, parce que, en fait, guerre d'Algérie, j'y reviendrai tout de suite, bon, c'est une expression qui a été longue à être légitimée juridiquement et politiquement, mais pour nous, historiens et historiennes, c'est quand même une expression typiquement française et qui renvoie un peu à une vision de la guerre qui est la vision de l'armée française. Guerre d'Algérie, c'est comme si vous dites d'une certaine façon la campagne d'Algérie, et derrière, ça donne l'idée que finalement, l'armée française qui va intervenir en Algérie, elle essaye de rétablir, en menant une campagne, une colonisation que le Front de Libération Nationale essaye, lui, au contraire, de combattre et en essayant d'y mettre fin. Donc, nous, on cherche, chez les historiens et les historiennes, on cherche des expressions qui ne soient pas forcément les expressions des contemporains, et puis surtout, qui aient du sens historiquement et qui soient le plus détachées des enjeux politiques. En Algérie, on parle beaucoup de guerre de libération nationale. Alors, guerre d'indépendance algérienne, c'est aujourd'hui de plus en plus ce qu'on utilise dans les travaux historiques. L'idée, c'est que c'est la guerre qui a posé d'emblée la question de l'indépendance. Ça commence en 1954. Le Front de Libération Nationale fait une nuit d'attentats entre le 31 octobre et le 1er novembre. Mais sa déclaration, le matin du 1er novembre, est claire. Le but est l'indépendance de l'Algérie. Il n'y a aucune ambiguïté, c'est-à-dire que tout le monde sait que c'est l'enjeu dès le début. Et puis finalement, en 1962, effectivement, cela se termine par l'indépendance de l'Algérie. Donc, parler de guerre d'indépendance de l'Algérie, c'est dire tout simplement que c'est la guerre qui a conduit à l'indépendance de l'Algérie, c'est la guerre qui a posé une bonne fois pour toutes la question de l'indépendance de l'Algérie dans l'histoire. Voilà. Donc, je dis guerre d'Algérie, en particulier quand je ne suis pas devant des publics historiens, parce que c'est ce qui est le plus compris, mais voilà, peut-être que des fois je dirais guerre d'indépendance algérienne. Alors, en deux mots, je ne sais pas si ce que vous savez de tout ça, mais la colonisation de l'Algérie, elle a commencé en 1830. Quand on arrive en 1954, on est dans une colonie de peuplement qui est la seule colonie de peuplement de l'Empire français. C'est-à-dire qu'il y a 1 million de Français d'Algérie en 1954, environ 1 million, qui sont des descendants d'Européens qui ont gagné l'Algérie au XIXe siècle, parce que dès le début, l'ambition française, si je puis dire, était de créer une colonie de peuplement. Donc, beaucoup d'Européens sont venus d'abord essentiellement d'Espagne et d'Italie, de Malte aussi. Il y a aussi, enfin bon, je passe un peu les détails, et aussi des Français de métropole. Et en 1954, les descendants de ces Européens
sont devenus français tout simplement parce qu'il y a un droit du sol en Algérie qui s'applique, comme en métropole. Donc les enfants des Espagnols, des Italiens deviennent français, puis évidemment les descendants des Français de métropole, ils sont français, voilà, même par le sang. Alors, donc c'est une colonie de peuplement. En 1954, le Front de Libération Nationale lance cette guerre qui est particulièrement connue pour ses violences extrêmes et en particulier, ce qui fait en général débat dans le public, et je dirais ce qui intéresse en général en France, c'est la question de la pratique de la torture par l'armée française. Il faut savoir que pendant la guerre, cette pratique était connue, elle était dénoncée. Si vous allez lire, si vous avez accès aux archives du Monde, faites une recherche dans les archives du Monde, vous verrez notamment au printemps 57, il y a une grande campagne de presse en France, dans des journaux qui dénoncent la guerre et qui dénoncent la torture. Et il y a des intellectuels français qui se sont engagés pour dénoncer la guerre en dénonçant la torture, avec l'idée que finalement c'était une guerre qui mettait en péril les libertés à travers ce non-respect des droits de l'homme, et aussi le régime républicain, puisque le régime républicain est normalement, enfin en tout cas en théorie, le régime du respect des libertés. Voilà, je crois que c'est pour ça que la question du droit d'exception intéresse et que cette période nous intéresse, parce que on a deux républiques, la 4e puis la 5e, donc on est toujours dans des régimes qui se réclament des droits de l'homme, et pourtant voilà un conflit qui a en particulier suscité la pratique de la torture. Alors vous l'avez dit aussi, du coup les questions de justice et de droit, elles sont un peu en retrait, parce que c'est quand même d'abord la guerre de l'armée, et puis la pratique de la torture, les massacres, je ne vous fais pas la liste, hein, mais ce sont d'abord ces violences extrêmes de l'armée française qui retiennent l'attention. Et du coup, on oublie un peu que dans ce contexte de ce conflit particulier, on a mis en place une législation d'exception qui a eu des conséquences très importantes, puisque l'état d'urgence date de cette guerre, de 1955, et conséquences très importantes aussi, parce qu'il y a eu des gens traduits devant les tribunaux sous des qualifications diverses et qui ont subi des condamnations. Alors je vais commencer par là. Pour quelles raisons a-t-on une guerre dans laquelle la justice intervient et pour laquelle on élabore un droit d'exception? Il y a deux raisons à cela. D'une part, une raison que je pourrais qualifier de purement militaire. Je ne sais pas si vous pouvez bien lire. Oui, ça va, hein? Je vous ai mis en premier une citation du général Salan en 1957. Il est alors commandant en chef des forces armées en Algérie. Et il explique dans une instruction qui s'appelle l'instruction sur la lutte contre la rébellion et le terrorisme, hein, c'est ainsi qu'il désigne le combat nationaliste et indépendantiste. Il dit que, de fait, ce qu'il constate, c'est que sur le terrain, l'armée combat sur un plan particulier. C'est-à-dire que l'armée française combat sur un plan purement militaire contre les maquis que le Front de Libération Nationale a créé. Il a créé l'armée de libération nationale. Donc là, c'est peut-être des images que vous avez en tête. Hein. L'armée française part en embuscade contre les combattants algériens. Vous avez des opérations par hélicoptère. Les parachutistes deviennent des figures héroïques de la guerre. Mais d'un autre côté, écrit le général Salan, il écrit un plan particulier qu'il n'arrive pas bien à nommer. Et il dit sur ce plan, les moyens et les procédés de combat classiques, tels les chars, les avions, les mitrailleuses, sont inefficaces. En revanche, les textes des codes, lois, décrets, arrêtés et instructions constituent de véritables armes. Donc c'est un militaire qui est en train de vous expliquer que dans le type de guerre auquel il a affaire, la justice et le droit, ce sont des armes. Pour quelle raison? C'est qu'en fait, le FLN, il développe des maquis et un combat purement militaire, même si vous savez bien que ça ne ressemble pas à la Première Guerre mondiale. Hein. Il n'y a pas une guerre de tranchées avec de grosses armées régulières bien armées qui s'affrontent. Ce sont encore une fois des maquis que l'armée française essaie de débusquer et pourchasse. Mais le FLN a aussi un autre moyen d'action, que le général d'ailleurs appelle ici le terrorisme. Il développe des attentats, en particulier dans les villes. Et puis le FLN développe aussi des réseaux qui sont destinés à collecter des fonds
auprès de la population algérienne, des réseaux aussi qui vont diffuser des mots d'ordre, qui vont diffuser une propagande favorable à l'indépendance pour mobiliser en faveur de l'indépendance. Et donc, en fait, si du point de vue français, il faut gagner en Algérie, on ne peut pas se contenter de lutter contre les maquis. Il faut aussi s'attaquer aux réseaux. Mais pour démanteler des réseaux qui commettent des attentats, qui collectent des fonds, qui distribuent des tracts, qui colportent des mots d'ordre, etc., vous comprenez bien que, comme le dit Salan, hein, les chars, les avions, les mitrailleuses, ça ne sert à rien du tout. En fait, il faut faire un travail de police. Il faut faire un travail pour aller rechercher les membres des réseaux, les arrêter, les interroger, d'où la pratique de la torture, parce qu'en fait, elle sert notamment un objectif de démantèlement des réseaux, d'identification des membres des réseaux. Il y a aussi un objectif de terreur sur la population algérienne pour la dissuader de soutenir le FLN, mais il y a cette dimension-là. Hein, et donc, l'armée française en Algérie, elle fait une sorte de travail de police pour démanteler les différents réseaux. Ces réseaux, dans le langage militaire français, ça s'appelait l'OPA, l'organisation politico-administrative. Du côté du FLN, on appelait ça le NIDAM. Hein. Donc il y a clairement un volet militaire et un volet, encore une fois, de réseau. Et pour démanteler ces réseaux, il faut arrêter les gens, il faut les interroger, il faut les détenir, et puis éventuellement les envoyer devant les tribunaux, et puis les faire condamner et qu'ils finissent en prison, et j'y reviendrai. Donc première raison pour laquelle il y a une législation d'exception et une intervention de la justice, c'est la nature particulière de cette guerre sur le plan même de ce qu'est cette guerre et à quoi elle ressemble concrètement dans les opérations tous les jours sur le terrain. La deuxième raison, c'est celle qui est plus connue, elle est politique. Je vous ai mis une citation de François Mitterrand, c'est connu, en 1954, quand le Front de Libération Nationale lance l'insurrection pour l'indépendance, François Mitterrand est à cette date ministre de l'Intérieur. Donc il fait partie des gens dans le gouvernement de Pierre Mendès France qui élaborent les législations d'exception et qui y réfléchissent. Et évidemment, une des questions, c'est, tout le monde sait que c'est une guerre. Hein. Dans le langage officiel et juridique, jusqu'en 1999, on ne veut pas le reconnaître, mais tout le monde sait que c'est une guerre. Vous lisez la presse de l'époque, le mot guerre est utilisé. Vous lisez les débats parlementaires, les parlementaires utilisent le mot guerre. Mais politiquement, les gouvernements ne veulent pas l'utiliser pour la raison qu'explique François Mitterrand. Il dit « Les hommes qui commettent ces attentats contre les personnes et les biens ne sauraient en aucun cas être considérés comme ayant un caractère militaire. » Donc, du point de vue politique français, il y a le refus d'appliquer, par exemple, la loi martiale, d'appliquer les conventions de Genève, qui existent depuis 1949 et qui sont normalement créées pour régler les conflits armés, parce que l'Algérie, c'est une colonie constituée de départements, donc c'est une portion du territoire français, et les nationalistes algériens sont considérés comme des criminels et délinquants, des hors-la-loi, c'est une expression qu'on trouve tout le temps, à la fois dans les textes et par exemple dans l'exposé des motifs de la loi d'état d'urgence, qu'on trouve aussi dans les textes militaires. Donc ce sont des hors-la-loi et il faut les traiter comme s'ils étaient des criminels et des délinquants et non pas des combattants pour ceux qui sont dans les maquis. Évidemment, les hommes des réseaux, ça pose d'autres questions. Je reviendrai sur ce qui l'arrive et aux personnes qui, notamment, commettent les attentats. Alors, quelles sont les législations qui ont été élaborées ? La première, c'est l'état d'urgence, la loi du 3 avril 1955. Vous remarquerez que c'est une loi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, donc, du côté du gouvernement français, on se dit, voilà, bon, pas de convention de Genève, pas de loi martiale, mais évidemment, si on laisse le droit commun, c'est compliqué. Comment l'armée peut intervenir si on n'encadre pas son action, si on ne dit pas ce qu'elle peut faire, ce qu'elle ne peut pas faire, voilà. Donc, du coup, ils se disent, il faut qu'on crée un nouveau régime d'exception. Et c'est ça, l'état d'urgence. Pourquoi une loi ? Ils auraient pu faire, je ne sais pas, peut-être procéder d'une autre façon, mais surtout, c'est une loi, c'est pas pourquoi une loi, c'est que, en fait,
ce n'est pas une loi, l'état d'urgence, qui est votée uniquement pour l'Algérie. C'est la procédure qu'adopte le gouvernement, c'est de préparer un projet de loi qui crée un état d'exception appelé l'état d'urgence. Évidemment, leur idée, c'est de l'appliquer en Algérie, mais comme ils veulent maintenir cette fiction politique que l'Algérie, en fait, ce sont des départements français, vous comprenez bien que s'ils votent une loi rien que pour l'Algérie, ils se tirent une balle dans le pied. Donc, du coup, ils présentent au Parlement un projet de loi qui est l'état d'urgence. Dans le projet de loi, il y a écrit à la fin que l'état d'urgence peut être appliqué en toute portion du territoire français qui connaîtrait des troubles, et tout de suite après, il y a des décrets qui appliquent l'état d'urgence en Algérie. Mais c'est pour ça que l'état d'urgence est resté dans le droit français. Et ce qui est assez formidable, et pardonnez-moi l'expression, mais très étonnant, quand on lit les débats parlementaires, les parlementaires auxquels on présente l'état d'urgence, il y en a qui comprennent bien ça. Alors il y a des parlementaires communistes, par exemple, ils disent non mais en fait l'Algérie c'est un prétexte, ça c'est une loi qu'on voudrait utiliser aussi contre le mouvement ouvrier. La France des années 50 est une France dans laquelle le Parti communiste est très fort, hein. Donc ils disent en fait c'est un droit d'exception, et du coup imaginons que s'il y a une grande grève générale, on nous appliquera l'état d'urgence. Donc eux luttent contre l'état d'urgence, ils ont des arguments sur la question de l'Algérie, mais ils ont aussi cet argument-là. Et puis il y a un député gaulliste qui s'appelle Louis Vallon, qui a une phrase absolument très visionnaire, où il dit mais pourquoi est-ce qu'on nous demande de voter un texte dont les développements sont imprévisibles? Bon, évidemment, il ne pouvait pas prévoir qu'on aurait eu en 2005, en 2015 encore, des états d'urgence déclarés. Voilà. Alors, cette loi d'état d'urgence, elle pose deux principes importants pour tout le reste de la guerre. C'est d'une part la compétence de la justice militaire. On décide que les gens qui sont arrêtés pour leur participation à des actes relevant de la lutte pour l'indépendance, eh bien, ils peuvent être traduits devant les tribunaux, et quand on les inculpera d'actes qui sont qualifiés de crimes, eh bien, ils iront devant les tribunaux militaires. Alors, évidemment, ça c'est un peu contradictoire. Mitterrand, par exemple, ça, il ne le voulait pas. Le ministre de l'Intérieur a changé, mais peu importe, il intervient dans les débats. Il dit, bah oui, mais alors, moi, on ne veut pas reconnaître le caractère militaire et on va les traduire dans les tribunaux militaires. Bon, peu importe. On considère donc, crime, ça veut dire quoi, hein? Ça veut dire quelqu'un qui a commis un attentat, il est inculpé d'assassinat et il passe au tribunal militaire, même si ce n'est pas le seul cas. Par contre, quelqu'un qui va avoir collecté des fonds, il peut plutôt passer devant le tribunal correctionnel. Hein. Vous avez, j'imagine que vous connaissez ça, hein, les gens qui commettent des délits passent devant les tribunaux correctionnels, les gens qui commettent des crimes à l'époque passent devant les cours d'assises. Mais là, on remplace les cours d'assises par les tribunaux militaires. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on pense que les tribunaux militaires, et plutôt à juste titre, seront plus sévères dans les jugements qu'ils rendront à l'égard des gens qu'on leur présentera. Et puis surtout, les cours d'assises, comme vous le savez, elles sont composées d'un jury. Et donc l'Algérie, c'était une colonie de peuplement, je vous l'ai dit. Donc il y avait des cours d'assises avec des jurys. Et donc les jurés, c'était des citoyens français. Et évidemment, le problème des cours d'assises, c'est que quand vous avez des citoyens qui viennent siéger dans une cour d'assises, ils peuvent être l'objet de pressions et de représailles. Donc en fait, on s'est dit à Paris que quand même les cours d'assises, pour juger des nationalistes algériens, ça n'allait pas fonctionner, d'abord parce qu'on ne sait pas trop ce que les citoyens décideraient, mais en plus parce qu'un jury, c'est faible au point de vue sécuritaire. On peut imaginer qu'un jour, un juré soit assassiné à la sortie du tribunal, vous pouvez imaginer bien que les jugements n'auraient plus eu lieu. Alors que les tribunaux militaires à l'époque, qui s'appellent les TPFA, les tribunaux permanents des forces armées, eh bien ce sont des tribunaux qui se composent de militaires. La présidence, c'est compliqué, j'y reviendrai, mais ce sont des militaires qui les composent. Donc, on se dit que comme ça, les gens qui composent ces tribunaux sont protégés des représailles. Les militaires, vous imaginez bien que ils ont une protection, je dirais, d'eux-mêmes, enfin, ils sont armés, etc. Et puis, en plus, ils vont rendre des jugements plus sévères.
Donc ça, c'est le premier principe, compétence de la justice militaire, c'est jusqu'à la fin de la guerre. Deuxième principe très important, qui a des conséquences pour la pratique de la torture et qui fait que, même si la torture n'a jamais été légalisée, il y a quand même une législation d'exception qui permet le recours à la torture. Ce deuxième principe, c'est l'assignation à résidence. Dans la loi d'état d'urgence, on décide que les suspects arrêtés parce qu'ils sont considérés comme dangereux pour la sécurité et l'ordre public pourront être assignés à résidence. Assignés à résidence, a priori, ça peut vouloir dire à domicile. Sauf que, à l'époque, au gouvernement général de l'Algérie, enfin au sein des autorités françaises, on avait bien idée qu'il s'agissait d'assigner les gens dans des camps, qu'il ne s'agissait pas de les assigner à domicile, parce que c'est pareil, enfin, le contrôle sur eux n'est pas suffisant. Hein. Donc, très rapidement, après l'état d'urgence, on met en place des camps d'assignation à résidence, alors même que les parlementaires, quand ils ont examiné le projet de loi gouvernemental, ils avaient voté un amendement dans l'article qui décidait de l'assignation à résidence, disant « l'assignation à résidence ne pourra jamais avoir pour effet la création de camps ». Pourquoi ? Parce que parmi les parlementaires français en 1955, vous avez de très nombreuses personnes qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale, bien évidemment, hein, dont des résistants, des gens qui ont été déportés. Et eux, ils savent très bien que dans les textes, quand on parle d'assignation à résidence, en fait, ça veut dire qu'on va vous prendre et on va vous mettre dans un camp. En fait, l'assignation à résidence, c'est la couverture légale de l'internement dans un camp. Donc, ces députés, quand on leur présente le projet de loi, ils disent « Oh là 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 !» Il y en a qui montent à la tribune en disant « Attendez, moi j'ai été déporté, je sais que ça veut dire l'assignation à résidence, on ne veut pas de camp » et l'Assemblée nationale vote cet alinéa dans l'article. Hein, donc, dans l'article de la loi d'état d'urgence, il y a écrit donc on peut assigner à résidence tout suspect dangereux pour la sécurité et l'ordre public. En aucun cas, l'assignation à résidence ne pourra avoir pour effet la création de camps, peu importe, un mois après, des camps sont ouverts, donc dans un premier temps de façon complètement illégale. Voilà. Et qui va-t-on mettre dans ces camps ? Eh bien, ce sont les gens qui sont arrêtés, précisément de façon parfois préventive. Il faut imaginer qu'en Algérie, la lutte des nationalistes, elle est ancienne, donc il y a des fichiers de police avec des noms de gens qui sont des militants nationalistes. Et donc, dans des localités d'Algérie, la police ou l'armée va arrêter des gens parce qu'ils sont fichés comme nationalistes et on ne veut pas qu'ils rejoignent le combat du FLN. Et hop, voilà, dangereux pour la sécurité et l'ordre public, et un arrêté d'assignation à résidence, et ils sont internés dans un camp. Il y a aussi des gens qui sont internés parce qu'ils sont arrêtés lors d'opérations de démantèlement de réseaux. On arrête des gens, l'armée ou la police est à peu près convaincue qu'ils ont des responsabilités dans des réseaux du FLN, mais rien ne peut être prouvé, donc dans ce cas-là, on ne peut pas les renvoyer dans la voie judiciaire, on les assigne à résidence dans un camp. Bien. Ça, ce sont les deux principes de l'état d'urgence. Paradoxalement, l'état d'urgence n'est resté en vigueur que peu de temps en Algérie. Pourquoi ? Ça, pour des juristes, normalement, c'est des choses qui sont connues. Un des garde-fous par rapport aux législations d'exception, je veux dire un garde-fou pour éviter qu'elles puissent être utilisées pour installer un pouvoir autoritaire, c'est qu'on décide qu'en cas de dissolution de l'Assemblée nationale, l'état d'exception cesse. Parce que sinon, vous imaginez dans un esprit d'installation d'un régime autoritaire, quelqu'un pourrait faire voter l'état d'urgence par l'Assemblée, puis la dissoudre. Et puis là, qu'est-ce qu'on a comme garde-fou, hein ? Donc, dans la loi d'état d'urgence, en gros, c'est une sorte de principe de précaution, à mon avis, connu des juristes, hein, il y avait écrit que l'état d'urgence cesserait de s'appliquer en cas de dissolution de l'Assemblée nationale. Et que se passe-t-il ? Vous savez peut-être que la 4e République, c'est un régime plein de crises politiques. En décembre 1955, il y a une crise politique et le président du Conseil, Edgar Faure, dissout l'Assemblée nationale et donc l'état d'urgence cesse à ce moment-là.
Il faut imaginer en Algérie ces branle-bas de combat, mais non, mais qu'est-ce qu'on va faire? Nous, il nous faut un état d'exception, notamment, voilà, il y a des gens qu'on a arrêtés, on voulait les renvoyer devant les tribunaux militaires, on ne peut plus, et les gens qu'on a mis dans des camps, on n'a plus de base légale. Parce qu'entre-temps, il y avait eu une reconduction de l'état d'urgence et on avait commencé à légaliser les camps. C'est compliqué, je vais un peu vite. Alors, du coup, il y a un nouveau gouvernement qui est formé, le gouvernement de Guy Mollet, à la suite d'élections législatives. Là, maintenant, vous savez ce que c'est une dissolution de l'Assemblée nationale, c'est pratique. Hein, dissolution de l'Assemblée en décembre 54, janvier 55, des élections, nouveau gouvernement. Guy Mollet est nommé président du Conseil, c'est-à-dire Premier ministre. Et puis, évidemment, tout le monde le presse de remplacer l'état d'urgence, parce que là, il y a une espèce de flou. On ne sait plus où on en est. Et puis, en Algérie, la police, l'armée, les préfets, ils n'ont plus tous les pouvoirs de l'état d'urgence. Alors, Guy Mollet, il procède autrement. Lui, il ne redéclare pas l'état d'urgence en Algérie. Lui choisit une procédure qui lui laisse beaucoup plus de latitude. Il fait voter ce qui s'appelle une loi d'habilitation, c'est-à-dire la loi des pouvoirs spéciaux. La loi des pouvoirs spéciaux, qu'est-ce que c'est? Il demande à l'Assemblée nationale de voter une loi dans laquelle il est écrit que le Parlement donne tout pouvoir au gouvernement pour rétablir la sécurité et l'ordre public en Algérie. Et à partir de là, le gouvernement de Guy Mollet adopte une série de décrets. Vous comprenez bien qu'il y a beaucoup de souplesse. Hein. C'est beaucoup plus facile pour un gouvernement qui veut faire passer des mesures sécuritaires, hein, qui concrètement sont des mesures répondant à la situation concrète en Algérie et à la guerre qui est en cours, mais qui sont aussi des mesures d'atteinte aux libertés. C'est plus facile de faire ça dans un décret que d'arriver devant le Parlement avec une loi et de soumettre à la discussion des articles. Hein. Si vous vous souvenez, c'est comme ça qu'il y avait écrit dans la loi d'état d'urgence, en aucun cas il y aura des camps. Bon, le gouvernement était embêté parce que l'objectif était bien d'ouvrir des camps. J'espère que je suis claire. Donc, à partir de là, le gouvernement de Guy Mollet adopte une série de décrets par lesquels il reconduit concrètement les dispositions de l'état d'urgence, c'est-à-dire qu'il ne redéclare pas l'état d'urgence, mais il redit la justice militaire sera compétente, les personnes dangereuses pour la sécurité et l'ordre public pourront être assignées à résidence. Et il y a 3 décrets qui instituent des nouvelles mesures par rapport à l'état d'urgence. D'une part, c'est la traduction directe devant les tribunaux militaires. L'idée est que si on arrête quelqu'un en flagrant délit de crime, eh bien, on ne prendra pas le temps de l'instruction, parce que si on l'a pris en flagrant délit, en gros, on a les éléments à charge, et on le traduira directement pour jugement devant le tribunal militaire. Deuxième disposition nouvelle, légalement, il y a une délégation des pouvoirs de police à l'armée. C'est-à-dire que jusque-là, sur le terrain, oui, déjà, l'armée arrêtait des gens, les détenait dans des casernes, dans des fermes réquisitionnées, dans des tas de lieux, mais la base légale n'était pas claire. Eh bien, il y a un décret des pouvoirs spéciaux qui permet légalement de déléguer les pouvoirs de police à l'armée. L'exemple le plus connu, excusez-moi, je ne sais pas si vous le connaissez, mais si vous avez vu la bataille d'Alger, vous avez vu cette délégation des pouvoirs de police au général Massu à Alger début 57, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais c'est le cas le plus connu. Et progressivement, à partir de ce décret, dans toute l'Algérie, on voit les préfets, à l'époque il y avait des préfets IGAM qui avaient des pouvoirs de maintien de l'ordre, qui transfèrent leurs pouvoirs au commandement. Donc ça, c'est la deuxième grande disposition nouvelle des pouvoirs spéciaux, et c'est un décret, ce n'est pas discuté devant le Parlement. Troisième disposition, c'est que cette fois, les camps d'assignation à résidence sont légalisés. C'est compliqué et je vais y revenir, mais la première base légale, elle est de dire que finalement les gens qui sont arrêtés et internés, évidemment, ils ne peuvent plus travailler, leurs familles sont sans revenus, hein, en général ce sont des hommes, ce sont des chefs de famille, les familles se retrouvent sans ressources, et donc ces gens internés, faut assurer leur subsistance et hébergement, c'est ce que dit le décret. Et donc on légalise les camps d'internement, qu'on appelle dans le langage officiel, qui est évidemment un langage euphémisé, des centres d'hébergement. Mais ce n'est qu'une partie des camps
d'internement. Ce sera mon troisième point, ne vous inquiétez pas, j'y reviendrai plus longuement. Alors, ce système-là fonctionne jusqu'en 1960. Je vous ai dit que la guerre, elle se finissait en 1962. Donc, pour résumer, jusqu'en 1962, il y a, quand on arrête des gens qui peuvent être accusés de délit, ils vont au tribunal correctionnel, accusés de crime, on les renvoie devant les tribunaux militaires, et puis il y a ce système d'assignation à résidence qui permet de détenir des gens sans charge, sans motif. Les arrêtés d'assignation à résidence n'ont pas de motif, juste soupçon d'être dangereux pour la sécurité et l'ordre public. Alors, le système fonctionne donc jusqu'en 1960, et en 1960 intervient un décret qui accentue un processus qui est globalement un processus de militarisation de la justice. À partir de 1960, les tribunaux correctionnels n'interviennent plus et les juges d'instruction non plus. Il faut imaginer que juste là, les juges d'instruction, on leur présentait des gens en leur disant il a distribué des tracts, il a collecté des fonds, il a colporté des mots d'ordre, il a diffusé des slogans du FLN, il a commis un attentat, etc., etc. Et les juges d'instruction instruisaient et puis renvoyaient tribunal correctionnel si c'était un délit, tribunal militaire si c'était des crimes. En 1960, on adopte un décret absolument radical. Il faut savoir que pendant toute la guerre, l'armée se plaint en disant que, bon, quand même, ça nous fait perdre du temps, bien, toutes ces procédures, hein, que les magistrats ne comprennent pas toujours les nécessités de la lutte efficace contre le FLN, parce que vous avez quand même des gens qui sont parfois condamnés avec sursis, il y a parfois des gens qui sont acquittés, il y a parfois des non-lieux. Donc l'armée, tout ça, ça ne sert pas tellement ses objectifs. L'armée, elle est dans un objectif de lutte contre l'ennemi, hein, et de destruction de l'ennemi. Donc, l'armée ne cesse de demander une modification du système et elle l'obtient en 1960. En 1960, on crée un décret on signe un décret qui crée un nouveau type de personnel, ce sont des procureurs militaires. Les procureurs militaires, ce sont des licenciés en droit, des licenciés en droit, ils ont leur licence, ils ne sont plus étudiants, hein, voilà. Et donc ce sont des jeunes hommes qui ont leur licence en droit, et on va les envoyer faire leur service militaire en Algérie, mais sous une forme particulière, en étant procureurs militaires en Algérie. Et ces hommes, ce qu'on leur demande, c'est de faire un travail qui n'est plus vraiment un travail d'instruction. On leur donne 1 mois pour faire une enquête, pour rassembler les charges contre les personnes qui ont été arrêtées, et cette fois-ci, tout le monde va devant le tribunal militaire, quel que soit le type d'infraction retenu. Donc ça fonctionne de 60 à 62. Peut-être jusqu'ici, avant... Oui, on peut... Est-ce que vous avez des questions, éventuellement, avant que je continue ? Alors, non, excusez-moi, je n'ai pas précisé ça. Par ailleurs, le droit commun continue d'exister, de fonctionner comme tel. Vous voudrez bien m'excuser parce que je n'ai plus en tête la formulation des textes, mais en général, c'est en gros des gens qui agissent avec les rebelles. Hein, c'est ce genre de choses. Donc, c'est vraiment le contexte de l'engagement dans le combat pour l'indépendance. Excusez-moi de ne pas l'avoir précisé. Voilà. Ce qui est du droit commun, ça continue comme avant. Vous avez d'autres questions ? Non ? Alors, on continue, puis j'espère que là, ça va devenir un petit peu plus concret, même si j'espère que, comme j'ai parlé à des juristes, c'était quand même pas trop... Enfin, voilà, ça peut être compréhensible. Voilà. Alors, les effets de cette législation. D'abord, il faut imaginer que c'est quand même un peu paradoxal, et c'est pas fictif parce que ça a des effets, mais si vous voulez, quand l'armée arrête des gens, ou la police, hein, parce qu'on parle beaucoup de l'armée, mais les forces de police étaient aussi mobilisées dans le démantèlement des réseaux. Hein, la police judiciaire, les renseignements généraux, la sûreté nationale, les policiers travaillent aussi au démantèlement des réseaux du FLN. Bon. Quand l'armée arrête des gens, il y a quand même beaucoup de gens qui sont exécutés sommairement, qui meurent sous la torture. Tout le monde ne rentre pas dans ce système légal. Néanmoins, ça a des effets quantitatifs énormes. De 1955 jusqu'à 1960, avant qu'il y ait les procureurs militaires, il y a en permanence, statistiquement,
des milliers d'affaires qui sont à l'instruction dans les cabinets des juges. Donc d'ailleurs, les juges se plaignent que leurs cabinets sont complètement envahis par ces affaires-là. Parfois, ils rendent des non-lieux, non pas par forme d'indulgence, mais juste parce que aller enquêter de leur part, parfois ça n'a pas tellement de sens pour eux, ils ne peuvent pas enquêter et identifier l'auteur de tel fait. Donc ils rendent beaucoup de non-lieux aussi, parce qu'ils n'arrivent pas à identifier les auteurs X ayant commis tel ou tel fait, donc ils finissent par clore les affaires par des non-lieux, parce qu'en fait ça n'a pas de sens, ils n'arrivent pas à enquêter, etc. Alors en tout cas, il faut imaginer qu'il y a en permanence des milliers d'affaires dans les cabinets des juges d'instruction qui travaillent à l'époque en Algérie. Pour ce qui est des tribunaux correctionnels, il y a des centaines de personnes qui sont jugées chaque mois. Quant aux tribunaux militaires, on les appelait les TPFA, Tribunaux permanents des forces armées. Il y en avait 3 à Alger, Oran et Constantine. Ils étaient tellement encombrés, ce sont aussi des centaines de personnes chaque mois qui sont traduites devant les tribunaux militaires, sachant que par ailleurs, les tribunaux militaires continuaient aussi de juger les militaires. Je veux dire par là que normalement, les tribunaux militaires, en temps de paix, si je puis dire, ils sont là, ils n'existent plus aujourd'hui, mais à l'époque, ils étaient là pour juger les soldats. Un soldat qui vole, il passait devant le tribunal militaire. La justice militaire à cette époque, c'était normalement la continuité de la discipline militaire, de la discipline à l'intérieur de l'armée. Donc les TPFA, ils ont toujours leur activité de jugement des soldats, celui qui a volé, celui qui a fait, qui a détruit un café un soir d'alcoolisme et de sortie en ville. Ça fait partie des choses quand vous déployez une armée du contingent sur un territoire qui se passe. Il y a aussi des militaires, ça existe aussi, je ne veux pas être trop longue, mais des militaires accusés de viol sur des femmes algériennes qui sont traduits dans les tribunaux militaires. Donc les tribunaux militaires, ils continuent de faire tout ça. Et puis en plus, on les engage dans cette activité de répression des nationalistes algériens. Et donc, chaque mois, des centaines de personnes sont déférées aux tribunaux militaires également pour des actes liés au combat pour l'indépendance. Alors du coup, en 1959, on décentralise les tribunaux militaires et on en installe 13, alors que là, il y en avait 3. Alors, concrètement, qui arrive devant les tribunaux correctionnels? Ce sont la plupart du temps les gens qui étaient dans des réseaux, mais pas les réseaux commettant des attentats, parce que l'attentat, c'est qualifié de crime. Donc, ils sont inculpés la plupart du temps d'atteinte à la sûreté de l'État, éventuellement d'association de malfaiteurs, qui est une incrimination bien connue et qui permet de réprimer des réseaux organisés. Alors, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient collecté des fonds, ça c'est souvent un acte majeur. Ils pouvaient avoir ravitaillé et hébergé les combattants, puisque l'armée de libération nationale, c'est une armée de maquis, donc ce sont des gens qui ont besoin du soutien de la population. L'armée de libération nationale, ce n'est pas une armée régulière, puisque l'Algérie était une colonie, elle n'avait pas d'armée en propre. Donc les combattants algériens, ce sont des gens qui prennent le maquis, donc il n'y a pas d'infirmerie, il n'y a pas de service de santé, donc quand ils sont blessés, ils vont dans les villages où ils vont voir des médecins, donc il y a du trafic de médicaments, et donc il y a des gens qui hébergent, soignent les blessés, des maquis. Il y a aussi des gens qui les ravitaillent, qui les nourrissent. Évidemment, ce n'est pas une armée avec un service logistique de cantine, etc. Donc, des gens qui ont commis divers actes de soutien aux combattants de la LN. Et puis, il y avait aussi des gens qui avaient dû servir de guides, qui avaient guidé les combattants sur un terrain éventuellement peu connus d'eux, qui les avaient guidés pour leur faire reconnaître, je ne sais pas, des grottes dans lesquelles ils pouvaient aller se cacher. Voilà. Et puis des gens aussi qui avaient fait les agents de liaison, d'un réseau à un autre, d'un groupe au maquis vers un réseau. Les agents de liaison sont ceux qui transportent les correspondances. Voilà. Donc ce sont les gens qui ont commis ce type d'acte. Alors, la plupart du temps dans les audiences, du coup, il y a plein de gens, parce que quand on a démantelé un réseau, en général, il y a une dizaine de personnes qui est présentée dans le box. Et alors,
en général, les peines étaient faibles. C'était plutôt des amendes, des peines jusqu'à environ 18 mois de prison, avec parfois du sursis. Et puis, il y avait aussi des peines, donc ça, ce sont les peines les plus petites, hein, amende, moins de 18 mois de prison, sursis. L'idée du sursis, c'est que ça va peut-être les dissuader de recommencer, enfin dans la logique des autorités de l'époque. Et puis, ceux qui avaient des peines plus lourdes, c'était du 2 à 5 ans de prison, avec une privation des droits civiques, parce qu'il faut imaginer que dans la logique des autorités françaises, il y a l'idée quand même que peut-être on va gagner et on va empêcher l'Algérie d'être indépendante, que du coup, peut-être il y aura des consultations, je ne sais pas, il y aura peut-être un référendum ou je ne sais pas quoi. Donc on va écarter ces gens-là des droits civiques pour que, éventuellement, vous imaginez que dans la tête des contemporains de l'époque, tout est ouvert, donc dans l'idée que si jamais l'armée française réussit à complètement vaincre le FLN, que l'Algérie reste française et puis qu'il faut organiser un référendum quelconque, ces gens-là seront écartés des consultations. Hein. Il y a toujours une peine de privation des droits civiques qui est prononcée par les tribunaux correctionnels. Alors, voilà, les tribunaux militaires. Alors d'ailleurs, j'ai peut-être fait une erreur. Peut-être qu'association de malfaiteurs, c'est un crime et pas un délit. Je ne sais pas. En tout cas, là, on a l'association de malfaiteurs. Alors, tous les gens qui ont commis des attentats, qui sont dans les réseaux commettant des attentats, qui sont accusés d'assassinat, de tentative d'assassinat, de complicité d'assassinat, mais vous pouvez aussi avoir des gens qui ont combattu dans les maquis, qui, pour des raisons diverses et variées, sont traduits devant les tribunaux militaires, et alors eux, ils sont inculpés notamment de détention illégale d'armes de guerre, puisqu'on n'est pas dans une guerre, hein, détention illégale d'armes de guerre, de munitions, d'engins explosifs. Vous avez aussi des déserteurs qui ont rejoint l'armée de libération nationale, parce que le statut des Algériens à la période coloniale, c'est très compliqué, mais ils sont soumis à la conscription. Donc il faut imaginer que dans l'armée française, il y a des jeunes Algériens qui ont été soumis à la conscription. Donc tout le monde ne déserte pas, loin de là, mais il y a des gens qui désertent pour gagner la LN. Et quand ils sont du coup capturés au combat et qu'on les identifie comme des déserteurs, ils passent devant les tribunaux militaires. C'est la même chose pour ceux qu'on a appelés les harkis. On a une vision a posteriori extrêmement caricaturale de ce qu'étaient les harkis. Vous avez des gens qui étaient membres de ces formations de harkis, vous avez des gens qui ont déserté vers la LN, vous avez aussi des gens de la LN qui ont été faits prisonniers et que l'armée a retournés pour les faire rentrer dans les harkis, dans les formations de harkas. Et puis vous avez aussi des gens qui sont dans les harkas mais qui jouent du double jeu, c'est-à-dire qu'ils sont chez les harkis mais ils cotisent au FLN, hein, parce que quand même, quand on est dans une situation historique où on ne sait pas comment ça va se finir, on se ménage un peu de fer au feu quand on est prudent. Par ailleurs, la paupérisation de la population algérienne est énorme et la solde des harkis, c'est une ressource très importante pour des familles miséreuses. Hein. Donc il faut se garder des interprétations a posteriori et uniquement politiques de la question des harkis, c'est beaucoup plus compliqué. Alors voilà en gros les gens qui arrivent devant les tribunaux militaires, et les tribunaux militaires, évidemment, les peines sont plus lourdes, et ce qui est essentiel, c'est qu'ils prononcent des peines de mort. Alors, ça c'est un avocat qui me l'avait raconté et qui me l'avait bien fait comprendre. Ce que m'avait raconté cet avocat, excusez-moi, c'est qu'en fait, dans le contexte où ils étaient, la seule peine qui comptait, c'était la mort. Parce qu'en fait, quand vous êtes dans un contexte qui ne va pas durer, on ne sait pas combien de temps la guerre va durer, on est d'accord, mais tout le monde sait que ça ne va pas durer. Peut-être que ça durera 15 ans, peut-être que ça va durer 5 ans. Au début, personne ne sait. Au fur et à mesure, on a une perception. Voilà. Du coup, tous les gens dont je vous ai parlé là devant les tribunaux correctionnels, ils vont faire de la prison, on pourra reparler des conditions de détention, ce sont des peines, c'est dur, etc. Mais ils vont ressortir. Même les gens qui sont condamnés à la perpétuité. Tout le monde sait que la perpétuité ne le sera pas.
puisque la guerre, elle va bien finir un jour. Si elle finit par l'indépendance, évidemment, les condamnés à la perpétuité seront libérés, c'est ce qui s'est passé en 1962. Mais même si on imagine, dans la tête de ceux qui croyaient qu'éventuellement l'armée française pouvait vaincre et l'Algérie resterait française, c'était évident qu'il y aurait une mesure d'amnistie pour repartir sur des nouvelles bases. Ça a déjà eu lieu dans l'histoire de l'Algérie. En 1945, il y a eu des soulèvements nationalistes, il y a eu des arrestations, il y a eu des condamnations, il y a des gens qui ont été condamnés à mort, il y a des gens qui ont été exécutés, mais il y en a d'autres qui n'ont pas été exécutés. Et au bout de quelques années, il y a eu une amnistie et les gens qui avaient été condamnés pour leurs engagements dans les événements de 1945, ils ont été libérés. Donc, tous les acteurs du conflit, que ce soit les nationalistes algériens, les juges qui sont dans les tribunaux en Algérie, les militaires, tout le monde sait ça. Tout le monde a conscience que la perpétuité, ça ne le sera pas, même si l'Algérie reste française et que l'armée française gagne. Donc la seule peine importante, c'est la mort. Ça veut dire que pour l'avocat, son seul rôle, c'est d'éviter la condamnation à mort. Donc les stratégies de défense font de multiples débats. Tout le monde n'est pas sur cette ligne, mais en tout cas, et pour eux, tant qu'ils avaient évité la mort à leurs clients, ils avaient fait leur travail. En revanche, de l'autre côté, du point de vue, en plus des militaires qui composent les tribunaux militaires, eh bien, là, au contraire, la seule peine qui compte, c'est la mort, donc on prononce des peines de mort à chaque fois qu'on le peut juridiquement. Et quand j'avais fait ma thèse, je n'avais pas rencontré beaucoup de monde, mais il y avait quand même encore des magistrats et puis surtout des avocats qui avaient vécu la guerre. Et ils me disaient clairement qu'on prononçait des peines de mort pour des faits qui, en métropole, n'auraient jamais suscité des peines de mort. Mais là, il y avait beaucoup de peines de mort parce que tout le monde savait que c'était la seule peine qui comptait. Donc les tribunaux militaires, à chaque fois qu'ils pouvaient, si c'était possible juridiquement, peine de mort. Voilà. Alors, je ne vous ai pas dit un mot sur la présidence des tribunaux militaires. Je vous ai dit qu'ils se composaient de militaires, mais la présidence, elle a été assurée par des magistrats sous des statuts divers. Dans un premier temps, on a fait appel à des magistrats qui ont été rappelés sous les drapeaux. Donc il faut imaginer un magistrat, je ne sais pas moi, à la Cour d'appel de Paris, jeune, on le rappelle sous les drapeaux et on l'envoie présider un tribunal militaire en Algérie. Et puis, à partir de 1959, quand il y a la décentralisation, bon, c'est quand même lourd tout ce système, il n'y a pas de grande résistance, mais enfin, tous les magistrats ne rêvent pas d'être appelés sous les drapeaux pour aller présider un tribunal militaire en Algérie. Donc, ce n'est pas évident de trouver des gens pour aller exercer ces fonctions. Donc, en 1959, quand on décentralise les tribunaux militaires et qu'on passe à 13, là, on mobilise des magistrats des tribunaux d'Algérie qui sont des civils et qui viennent présider les tribunaux. Alors, les peines de mort, du coup, ce n'est pas facile de savoir combien il y en a eu, concrètement. Je vous ai mis 2 sources sur lesquelles j'ai pu travailler il y a longtemps, mais en gros, retenez qu'en Algérie, il y a eu près de 1500 peines capitales prononcées. Imaginez bien à quel point c'est énorme. Vous êtes dans une France où la peine de mort existe encore, hein, mais à cette époque-là, on condamne très peu à mort, hein, et on exécute encore moins. Hein. Sur les exécutions, la procédure, c'est que les tribunaux militaires condamnent à mort, mais ensuite, il y a un droit de grâce. Hein. Donc, le droit de grâce, c'est le président de la République qui l'exerce. Les dossiers font l'objet d'une étude au sein du Conseil supérieur de la magistrature, et donc ils sont étudiés lors de séances du Conseil supérieur de la magistrature, avec, en présence du ministre de la Justice qui donne un avis, le président de la République, que ce soit sous la 4e ou sous la 5e, préside les séances et prend sa décision in fine. Donc ce qu'il faut comprendre avec ce système, c'est que la grâce, c'est la décision politique qui vient adapter la répression judiciaire au contexte. Je m'explique. Lorsqu'on est dans des phases de conflit tendus, où on est
dans l'affrontement, dans le crescendo dans l'affrontement, à la présidence de la République, on rejette les grâces. Parce que l'heure n'est pas à la mansuétude, et puis il n'y a pas de pression politique pour qu'on n'exécute pas, même si, quand je dis il n'y a pas de pression politique, je parle du rapport de force qu'instaure le FLN, il y a des gens qui réclament les grâces, hein. Il faut imaginer les avocats français. Si vous connaissez Vergès, vous connaissez Halimi, des noms comme ça. Gisèle Halimi a défendu beaucoup de nationalistes algériens. Ils allaient plaider la grâce de leurs clients, bien sûr. Hein. Je ne dis pas que personne ne défendait ces condamnés à mort, mais il n'y avait pas de pression générale. Donc, la chronologie des exécutions, elle épouse celle de la guerre. C'est-à-dire qu'en clair, des condamnations à mort par les tribunaux militaires, ça commence dès 1955, puisque je vous ai dit que dès l'état d'urgence, on traduit des gens devant les tribunaux militaires. Donc les premières condamnations à mort de gens pour des actes de nationalisme, elles sont prononcées en 1955. Il n'y a pas d'exécution jusqu'en juin 1956. Pourquoi ? Parce que à Paris, jusqu'en juin 1956, on espère encore que l'insurrection lancée par le FLN ne va pas s'étendre, qu'on va pouvoir la vaincre, et donc ce n'est pas la peine de commettre des gestes irréversibles. En plus, en juin 1955, il y a des premiers pourparlers entre des représentants du gouvernement français et des représentants du FLN. Donc on attend aussi de voir ce que ça donne. Et puis finalement, les pourparlers échouent. Et donc, premières exécutions en juin 1956. Dernière exécution en Algérie, il y en a eu aussi en métropole, mais je ne parle pas de la métropole, sinon ça va être trop compliqué, c'est en décembre 1960. Pourquoi décembre 1960 ? Je vous ai dit que la guerre se terminait en 1962, tout simplement parce qu'à partir de 1960, c'est là qu'il commence à y avoir réellement des pourparlers entre le gouvernement provisoire de la République algérienne, le Front de Libération Nationale a formé un GPRA, d'accord ? Donc le GPRA négocie avec le gouvernement français, les négociations sont rudes, c'est pour ça que ça dure 2 ans, il y a différentes rencontres qui échouent, évidemment, hein, c'est très long, mais n'empêche qu'il commence à y avoir des discussions. Et les représentants du GPRA disent clairement qu'il n'y aura pas de discussion tant que les exécutions de condamnés à mort continuent. Donc, dernière exécution, décembre 60, là, vous voyez bien ce que je voulais dire par pression politique. Hein. Et du coup, du côté du gouvernement français, on est passé à la Ve République et c'est De Gaulle à ce moment-là qui est le chef de l'État. De Gaulle, il veut se sortir du bourbier algérien. En gros, la France, elle est empêtrée dans cette guerre. Il faut s'en sortir. Bon, progressivement, il en vient d'abord à l'idée des négociations et puis à l'idée de l'indépendance. Donc, c'est un rapport de force. Hein. Et donc, De Gaulle... il a une première mesure de grâce générale quand il devient président de la République, dans l'idée un peu de cette geste voilà, de pardon. Et puis après, les exécutions reprennent. Et puis après, le GPRA dit clairement, nous, on ne négocie pas. Si vous continuez d'exécuter, donc décembre 60, c'est terminé les exécutions de condamnés à mort en Algérie. En métropole, c'est janvier 61. Ceci dit, les tribunaux militaires continuent de condamner. Hein. Alors ça devient un peu surréaliste parce que quand on voit des comptes rendus, même dans la presse de l'époque, hein, les gens racontent que les audiences deviennent surréalistes parce que les accusés se moquent du tribunal en disant de toute façon, on peut toujours nous condamner à mort. Maintenant, il y a des négociations, a priori, on va s'en sortir. Donc les audiences deviennent vraiment assez surchauffées, assez surréalistes. Et les dernières condamnations à mort, en mars 62 encore, au tribunal militaire d'Alger, on condamne à mort. Alors même que les accords d'Évian sont en cours de négociation. Hein. Bon, mais ça, c'est parce que les tribunaux militaires, ils continuent leur travail et leur routine. Tant qu'on arrête des gens et qu'on leur défère, ils continuent leur travail. Par contre, des grâces, il n'y en a plus. Alors, ces condamnés à mort, c'est ce qui, en fait, publiquement, est le plus visible dans l'activité de la justice. Si vous lisez la presse de l'époque, il y a beaucoup d'audiences qui sont suivies, il y a des comptes rendus d'audiences, mais c'est l'aspect, je dirais, le plus spectaculaire et puis quand même le plus grave de l'engagement de la justice. Alors, ce qu'on retient surtout, ce sont les figures féminines. Je vous ai mis là la liste des femmes qui ont été condamnées à mort pour leur engagement dans notamment des attentats.
Johar Akrour et Baya Hossein étaient des mineurs. Elles ont été condamnées à mort, figurez-vous, par la cour d'assises des mineurs d'Alger, parce que comme elles étaient mineures quand même, elles ne pouvaient pas passer devant le tribunal militaire. Jamila Bouaza et Jamila Bouhired. Jamila Bouhired, vous avez dû la voir, hein, si vous avez suivi l'actualité algérienne dans les manifestations du Irak, elle était là, elle est toujours en vie. C'était les deux plus fameuses poseuses de bombes, entre guillemets, de la bataille d'Alger, hein, qui sont arrêtées en 1957 et condamnées en 1957. Jamila Bouhired a été défendue par Jacques Versèche, dont elle est devenue l'épouse par la suite. Jacqueline Guérouj, c'était une femme qui était une militante du Parti communiste algérien, parce qu'en fait, j'ai dit FLN tout le temps, mais c'est un peu simplificateur. Il y a d'autres forces qui sont engagées dans la lutte pour l'indépendance, et notamment des gens du Parti communiste algérien. Et Zahia Kerfala, c'est aussi quelqu'un qui avait participé à des attentats. Ça, ce sont uniquement, vous voyez, sur 1500 condamnés à mort, vous n'avez que ces femmes. Aucune d'entre elles n'a été exécutée. Pour le coup, elles ont toutes été graciées. Il y a un seul Européen, Fernand Yveton. Alors, du coup, son cas est médiatisé. Alors, c'est 1 sur 1500. Hein, qui a été exécuté. Fernand Yveton, c'était lui aussi un militant du Parti communiste algérien. D'ailleurs, il était dans le même réseau que Jacqueline Guérouj. C'était un réseau qui s'appelait les Combattants de la Libération. Ils ont commis des attentats à Alger aussi en 1957. Ils étaient en lien avec le FLN. Ils avaient un agent de liaison avec le... comment il s'appelle Yassef Saadi. Et Fernand Yveton, il était ouvrier dans une usine d'électricité et de gaz d'Algérie, l'EGA à Alger, et il a déposé une bombe dans l'usine où il travaillait, bombe qui a été découverte avant qu'elle explose. Peu importe, il a été condamné à mort et exécuté. Voilà, il a été exécuté en février 1957. Et puis, évidemment, j'ai presque honte de sélectionner des noms parmi les 1500, mais en fait, de fait, il y a des gens dont les destins sont plus connus. La figure peut-être la plus connue chez les nationalistes algériens, c'est Taleb Abderrahmane. Taleb était en fait un étudiant en chimie qui est en gros le chimiste des bombes de la bataille d'Alger. Il est passé 3 fois devant le tribunal militaire d'Alger, il a été 3 fois condamné à mort et il a été exécuté le 24 avril 1958. Et pour la petite histoire, mais ce n'est pas de la petite histoire, c'est son exécution qui est à l'origine de l'enchaînement des événements qui conduit le 13 mai 1958 à la chute de la 4e République. Je ne sais pas ce que vous savez de ces événements, je résume très vite. En fait, la chute de la 4e République, elle est liée au fait qu'à Alger, le 13 mai 1958, il y a des manifestations de Français d'Algérie contre le gouvernement français en disant que le gouvernement français ne fait pas ce qu'il faut pour garder l'Algérie française. Donc, ils dénoncent la 4e République, ils sont rejoints par des militaires et ça entraîne la chute de la 4e République, on rappelle De Gaulle et c'est le début de la 5e. Mais ces manifestations du 13 mai, pourquoi elles ont eu lieu? En fait, Abderrahmane Taleb est exécuté le 24 avril 1958. C'est quelqu'un de très important pour le FLN. C'est le chimiste de la bataille d'Alger. Hein, voilà. Il est exécuté en représailles. Le FLN, qui n'avait pas beaucoup de prisonniers français, parce que les maquis, évidemment, vous imaginez, ils ne font pas beaucoup de prisonniers, mais qui en avait quand même, disent, eh bien, en représailles, on exécute 3 soldats français que nous détenons. Plus probablement, ils étaient déjà morts parce qu'ils étaient au maquis et puis qu'ils n'avaient pas survécu, mais peu importe, le FLN dit, en représailles d'Abderrahmane Taleb, nous exécutons 3 soldats français que nous accusons de crimes. Et les manifestations du 13 mai, c'est pour dénoncer l'exécution des soldats français par le FLN. Donc Abderrahmane Taleb, c'est quelqu'un de très important d'abord pour son rôle dans la bataille d'Alger, 3 fois devant le tribunal militaire, il fait des déclarations en plus qui font scandale à l'époque. Il était très jeune, il avait une vingtaine d'années, étudiant, il était encore étudiant. Et en plus, c'est son exécution qui en fait est à l'origine des manifestations du 13 mai et donc indirectement de la chute de la 4e République. Est-ce que vous avez des questions? C'est pas trop compliqué? Non? Ça va? Voilà, alors, en Algérie, évidemment, les condamnés à mort sont très connus. Hein. C'est, je dirais,
encore une fois, c'est la face la plus visible de cette répression judiciaire. Donc vous avez quantité de noms de lieux, de rues, de places, de monuments qui sont érigés à la gloire de ces condamnés à mort exécutés qui, bien sûr, sont célébrés comme des martyrs. Et puis, tous les condamnés à mort graciés sont aussi des gens qui ont une très grande importance, qui prennent beaucoup la parole, qui témoignent des détentions dans les cellules de condamnés à mort, etc. etc. Bon, j'ai plus qu'un point, si vous avez encore des forces. Ça va ? Alors, l'assignation à résidence. Et puis, du coup, je m'arrêterai là, peut-être. Parce que si vous avez pas de questions, là ? Non ? Alors, l'assignation à résidence, c'est important parce que, en fait, ça a donné une couverture légale aux arrestations et aux détentions effectuées par les militaires, y compris lorsqu'ils pratiquaient la torture. Je vous ai dit tout à l'heure que, je ne sais pas si vous voyez, oui, voilà. Je vous ai dit d'abord qu'on crée les centres d'hébergement en 1956. Vous vous souvenez, la loi des pouvoirs spéciaux, décret qui légalise ce premier type de centre d'assignation à résidence qu'on appelle centre d'hébergement, euphémisme, bien sûr. Ça, ce sont des camps qui étaient gérés par les préfectures et où les gens étaient internés pour des longues durées. Vous avez des gens, ils ont fait leur guerre au camp. Notamment, par exemple, un militant nationaliste que j'avais rencontré, lui, il a été arrêté dès 1955 parce qu'il avait été fiché comme militant nationaliste. Il est interné dans un camp et il a passé 6 ans dans les camps d'internement. Voilà, ce type de camp, centre d'hébergement, ce ne sont pas les pires des camps parce qu'ils sont sous contrôle civil. Voilà, les internés s'organisent, ils font des grèves de la faim, ils protestent, etc. Ce sont vraiment des lieux de la guerre à part entière. Au maximum de mémoire, parce que je le vois pas là, il y a 11 000 personnes qui sont internées dans ces 10 centres d'hébergement. Donc ça explique en partie qu'ils sont un peu effacés dans les mémoires de la guerre, parce que 11 000 personnes, c'est beaucoup. Alors, 11 000, c'est un flux, c'est-à-dire quand on regarde les courbes, il y a un pic à 11 000 et puis après ça redescend, mais il y a plein de gens qui ont été internés, relâchés, donc ça a concerné bien plus qu'11 000 personnes, mais par rapport à des vécus d'engagement dans les maquis ou de détention dans les prisons, quantitativement, ce n'est pas un vécu de la guerre aussi massif, même si on peut... Bon, maintenant, ça devient plus rare, mais on pouvait encore, je ne sais pas moi, il y a 15 ans, rencontrer des gens qui avaient été internés. Alors, deuxième type de camp d'internement, vous voyez là, les centres de tri et de transit. Alors ça, ce sont ces types de centres ou camps, qui permettent de légaliser les arrestations effectuées par l'armée. Je simplifie. C'est une circulaire qui décide que lorsque l'armée arrêtera quelqu'un, à partir de cette circulaire, l'armée devra emmener la personne dans un lieu officiel qui s'appelle le CTT, le centre de tri de transit. Soit le commandement signera lui-même l'assignation à résidence, soit le commandement devra demander à la préfecture de police la signature d'un arrêté. Et ça veut dire que du coup, l'armée obtient légalement des lieux de détention où concrètement personne n'arrive à pénétrer sans prévenir. Donc c'est quand même des lieux où le contrôle sur ce qu'il se passe est limité, si ce n'est absent. Donc l'armée obtient la légalisation de lieux de détention avec une légalisation des gens qu'elle détient. Ce sont des assignations à résidence, alors même que les CTT sont parfaitement connus comme étant des lieux de torture. Alors, tous les gens qui sont arrêtés par l'armée ne sont pas emmenés dans ces CTT. Il y a plein de gens qui continuent d'être emmenés dans plein de lieux qui ne sont pas des lieux légalisés et il n'y a pas d'arrêté d'assignation à résidence pour eux. C'est comme ça que vous avez beaucoup de disparitions à la suite des arrestations par l'armée. Mais quand même, dans les CTT, c'est là qu'il y a le plus de personnes. Ce sont des dizaines de milliers de personnes qui sont dans ces CTT.
Et ça veut dire que là, on a une couverture légale de la pratique de la torture. Quand vous parliez de rapport de commission, il y a une commission d'inspection des centres de détention administrative, c'était comme ça que ça s'appelait, qui est créée pendant la guerre, et les inspecteurs se plaignent la plupart du temps d'avoir toutes les peines du monde à rentrer dans les CTT, ou bien quand on les y autorise, il faut qu'ils se déclarent. Donc évidemment, on a masqué le pire. Et donc, il y a aussi dans les CTT des gens qui sont là sans que leur arrestation ait été légalisée. Donc les CTT, c'est très important, hein, parce que c'est de la détention administrative sans contrôle, et c'est de la détention administrative par l'armée. Hein. Donc, je vais le dire vite, et j'espère que je ne vais pas vous choquer, mais c'est comme un petit Guantanamo. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Ensuite, les centres militaires d'internés, c'est le troisième type. Alors ça, il n'y en a pas eu beaucoup, et il y avait quelques milliers de personnes, pas beaucoup. Alors, les centres militaires d'internés, c'était des centres dans lesquels devaient être normalement internés, vous voyez, je l'ai mis en rouge dans le langage de l'armée française, les rebelles capturés les armes à la main, ça veut dire les combattants algériens des maquis qui avaient été capturés, après tri sommaire et exploitation opérationnelle. En gros, ça veut dire que quand l'armée capture un combattant de la LN, si elle le juge opportun, eh bien, elle va envoyer le combattant dans un centre militaire d'internés. Si elle le juge opportun, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en théorie, les centres militaires d'internés, quand ils sont créés en 1958, c'est le général Salan qui les crée, hein, il y a écrit « Les conventions de Genève ne leur sont pas applicables ». Ce n'est pas une reconnaissance du statut de prisonnier de guerre. L'objectif, c'est écrit là, hein, c'est la récupération par une formation civique appropriée des prisonniers. C'est-à-dire qu'en fait, on envoie dans ces centres des combattants de la LN dont on imagine qu'on va pouvoir les retourner. Hein. Donc, voilà. Donc, ce ne sont pas des camps de prisonniers de guerre. Ça ne veut pas dire que les conventions de Genève s'appliquent. C'est écrit en toutes lettres. Hein. Et ce sont des camps où il y a quelques milliers de personnes au plus. Voilà ce que je pouvais vous dire à ce sujet. Pour conclure, peut-être 2 mots. J'aurais pu vous parler, mais je ne l'ai pas fait. D'une part, de la métropole, c'est-à-dire la France. Il y a aussi une législation d'exception métropole, les magistrats interviennent, il y a des condamnations à mort, il y a des exécutions, une vingtaine a priori, hein, mais c'est assez différent, donc je ne l'ai pas abordé. Et puis surtout, je crois pour moi, le plus important à dire, c'est une des leçons en tout cas pour moi comme historienne, c'est que, en fait, cette législation d'exception, et en particulier l'état d'urgence, s'est mis en place pour combattre les nationalistes algériens. Mais à partir de 60, quand le général de Gaulle s'engage dans des négociations, il y a un autre ennemi pour le pouvoir français, ce sont les partisans de l'Algérie française. Et là, les partisans de l'Algérie française, notamment les gens de l'OAS, que vous connaissez peut-être, qui est une organisation terroriste pro-Algérie française, sont soumis au même type de mesures, hein, de l'assignation à résidence et un renvoi devant des juridictions d'exception, sauf qu'on ne les renvoie pas devant les tribunaux militaires parce qu'on craint que les militaires composant les tribunaux soient plutôt indulgents envers eux et donc ne prononcent pas des condamnations assez fermes, mais c'est comme ça qu'on a la création du haut tribunal militaire, du tribunal militaire et de toute une série de cours d'exception pour ces partisans de l'Algérie française et que l'arrêt Canal finit par arriver. Voilà, j'ai terminé. J'espère que vous avez compris, que c'était clair, que j'ai dit ce qu'il... Voilà, merci. Alors, c'est une question, excusez-moi, mais vous m'ouvrez un boulevard, je ne vais pas être trop longue. En fait, comme je l'ai dit, je peux ? Donc, on est moins de 10 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Tout le monde a ça en tête. Hein, et notamment ces parlementaires, vraiment, je vous assure, les débats parlementaires de l'état d'urgence, il faut les lire. C'est quand même
ça a quand même posé chez des gens des verrous qui sont ceux que vous dites, hein, vraiment. Simplement, comme vous l'aurez constaté, les pouvoirs spéciaux ensuite contournent le Parlement. C'est par décret qu'on légalise les camps. Hein. Donc, l'obstacle parlementaire, c'est un tout petit peu rassurant, en fait, quand on travaille sur ces débats, parce qu'on voit quand même que le Parlement, il peut jouer son rôle de garde-fou, à minima, même si bon, vous avez des gens qui sont absolument d'accord avec tout ça. Hein. Et puis surtout, parmi les parlementaires, alors vous avez des anciens résistants, puis vous avez aussi des avocats. Ça, c'est intéressant, les avocats, parce qu'ils peuvent être de droite, mais ils ont quand même des principes un peu, et donc en matière de liberté, des fois, ils viennent intervenir en disant « moi, je suis absolument d'accord, il faut combattre, je veux que l'Algérie reste française, il faut combattre les indépendantistes, mais quand même notre droit, hein, avec des principes. Hein. » Ce que vous dites aussi, ça a motivé un recours qui est arrivé devant le Conseil d'État en 1958, de la part d'un interné européen qui s'appelait René Zaquin. Je crois que c'était un communiste, parce que souvent quand on connaît l'histoire de la guerre, c'est normal qu'on parle du FLN, c'est l'organisation algérienne qui a conduit la lutte pour l'indépendance, mais en fait, sur le terrain, vous aviez plein de gens d'autres organisations qui militaient, donc dans les filets de la répression, les communistes sont complètement ramassés, voilà. Et en fait, parmi les internés, les Algériens internés, souvent, n'ont pas les moyens des recours juridiques. Vous le savez mieux que moi, hein, l'accès au droit, c'est quand même d'abord, est-ce que j'ai les ressources pour savoir comment je saisis le tribunal administratif pour contester la mesure qui vient de me tomber dessus. Vous imaginez que les internés algériens... voilà. Mais quand ils tombent sur des communistes européens qui, éventuellement, ont un petit peu de connaissances ou ont un niveau d'études supérieures, etc., c'est là qu'il y a des recours. Donc, en 1958, il y a un interné qui s'appelle René Zaquin, qui est dans un centre d'hébergement. Il fait des recours d'abord devant le tribunal administratif, c'est rejeté, et puis il va jusqu'au Conseil d'État. Et alors, il a un argument, j'ai vu le dossier au Conseil d'État, le dossier d'archives, il dit voilà, l'assignation à résidence n'est pas une peine de privation de liberté. Donc, vous ne pouvez pas l'utiliser pour enfermer les gens dans des camps. C'est quand même intéressant. Et alors, les conseillers d'État, oh là, mon Dieu, parce que, bien évidemment, on a affaire, bon, peut-être que je choque les juristes, mais chez les historiens, les historiennes, les juristes, on les prend comme des acteurs sociaux comme les autres. Bon, et de fait, le Conseil d'État, il y a eu des travaux là-dessus, a eu une attitude plutôt, les termes consacrés, c'est une attitude compréhensive et résignée vis-à-vis des besoins du politique. Et par contre, en 1962, pourquoi il y a l'arrêt Canal? Parce que ça y est, c'est fini la guerre en Algérie, il y a eu l'indépendance, et là, le Conseil d'État reprend, je dirais d'une certaine façon, ses droits. Alors, il s'arrache les cheveux pour dire, ma foi, il n'est pas mauvais l'argument, comment on va faire, hein? Et donc, je suis désolée parce que je ne sais plus juridiquement l'argument, mais dans le dossier, donc, il rejette son recours. Ah si, je crois qu'ils prennent le décret et il dit que c'est pour assurer la subsistance et l'hébergement, et que si... Je crois, me souvenir, c'est de mémoire, que si on laissait les assigner à résidence, si on les assignait dans un périmètre ou à domicile, les gens ne pourraient pas travailler, ils n'auraient pas les moyens de leur subsistance, voire de leur hébergement, donc on le valide. Excusez-moi, c'est à l'arrache. Mais dans le dossier du Conseil d'État, il y a une note incroyable, et je ne sais pas qui l'a écrite, visiblement c'est un conseiller d'État qui a été déporté et qui fait une note en disant que ça lui rappelle les camps de la Seconde Guerre mondiale. Alors, tout de suite, je mets un bémol. Ce n'est pas des camps de la mort. C'est pas ce qu'on appelle des camps de concentration. Ça, c'est clair. Hein. Et les camps d'hébergement, ce n'est pas les pires. Hein, je veux dire. Il est peut-être mieux aller dans un camp d'hébergement qu'au CTT. Hein. Bon, le CTT, c'est quand même plus compliqué. Voilà. Mais du coup, quand même... il dit lui-même que ce n'est pas la même chose, mais que quand même sur le plan des principes, hein, il y a un problème. Et d'ailleurs, vous savez, l'article de loi dans l'état d'urgence qui légalise l'assignation à résidence, en fait, ils ont copié des décrets antérieurs. Mais la législation de Vichy avait elle-même copié la législation de la Troisième République de 1939 au moment de l'entrée en guerre. Donc, il y a une filiation. Donc, du coup, ce que vous dites, tout le monde le sait. Voilà. Là où ça joue un rôle quand même intéressant, c'est que
pendant la Seconde Guerre mondiale, en Algérie, il y a eu des camps d'internement, puisque le régime de Vichy a aussi existé en Algérie, puisque c'était des départements français. Donc, en Algérie, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a aussi eu des camps d'internement. Les Juifs d'Algérie n'ont pas été déportés. Les Juifs d'Algérie déportés, c'est ceux qui étaient en métropole. Mais par contre, en Algérie même, il y a eu des camps d'internement, donc notamment des Juifs arrêtés et internés dans des conditions épouvantables, mais il y avait aussi des arrestations politiques, des communistes et puis des nationalistes algériens. Alors eux, de toute façon, que ce soit Vichy ou pas, de toute façon, ils sont toujours la cible puisqu'ils sont des militants contre la colonisation. Bref, il y a eu des camps d'internement en Algérie sous Vichy. Les conditions étaient épouvantables et en 44-45, il y a eu, c'est pas très connu ça, parce qu'on a, même les archives, elles sont pas faciles à trouver, il y a eu, je vais dire, au moins un procès à Alger d'un directeur de camp qui avait commis des violences extrêmes sur les internés du camp qu'il dirigeait. Donc, non seulement en France, il y a une mémoire des camps, mais en Algérie, il y en a une qui est très spécifique, qui est le souvenir de ces camps où les gens étaient soumis au travail forcé et où il y a eu des procès en 44-45 au moment de la libération. Alors, en Algérie, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand la loi d'état d'urgence est votée au gouvernement général, à ce moment-là, l'institution à la tête de l'Algérie, c'est le gouvernement général. Ils se réunissent. Alors, ils disent, bon, bah voilà, les députés, ils ont dit, en aucun cas, il ne pourra y avoir création de camps. Comment on va faire? Ben, peut-être que si on ne met pas vraiment des barbelés, ça ne pourra pas s'appeler des camps. En gros, ils estiment que s'ils regroupent les gens, mais que ça ne ressemble pas trop à un camp, ils ne seront pas hors la loi, donc ils vont pouvoir le faire. Puis après, il y a la question, est-ce qu'on fait travailler les internés? Et là, il y a du coup du personnel administratif, des responsables administratifs du gouvernement général. Il y a notamment une direction qui, je crois, s'appelle la direction du travail, qui vient et disent non. Parce que nous, on se souvient de la Seconde Guerre mondiale et on ne veut pas un procès à la fin. Et donc là, c'est intéressant parce que là, il y a eu un garde-fou. Je ne vais pas vous dire qu'ils ont échappé au pire, mais la décision de ne pas faire travailler, en tout cas légalement, parce qu'après c'est plus compliqué, mais en tout cas, de ne pas soumettre les internés à des travaux forcés, elle vient du fait qu'il y a le souvenir des camps d'internement en Algérie de la Seconde Guerre mondiale et qu'ils savent très bien qu'en 44-45, il y a des gens qui ont été condamnés et là, donc, ils disent il n'y a pas ça. Donc, évidemment que c'est important. Voilà. Alors là, la question, elle est immense et je ne vais peut-être pas vous répondre comme répondrait un juriste. Alors, attendez, j'essaye, je vais être claire. Première façon de prendre la question. La qualification de crime contre l'humanité, c'est une qualification juridique, qui a une définition juridique et qui a pour objectif de mener des procédures devant les tribunaux et d'obtenir des condamnations. De ce point de vue-là, tout le monde le sait depuis très longtemps, hein, quand, dans les années 90, je vais vous parler de tête, je vais essayer d'être précise, quand on a commencé à sortir les affaires de la Seconde Guerre mondiale, vous avez eu le procès Barbie 1984, Touvier, je ne sais plus, 94 je crois, Papon, je crois 97. Lors de ces procès, les magistrats français qui ont travaillé sur ces procédures, notamment, il y a un arrêt de la Cour de cassation, et je suis désolée parce que là, pour le coup, je n'ai pas la date, ils savaient parfaitement que selon l'acception qui allait être donnée juridiquement à cette qualification de crime contre l'humanité, on pourrait ou pas l'utiliser pour les guerres de décolonisation. Parce que la torture, il y a aussi la guerre d'Indochine. Hein ? Et dans le droit international, la torture est un crime contre l'humanité. Vous imaginez un peu. Alors, il y a un arrêt de la Cour de cassation, je suis désolée, je ne sais plus la date, qui a décidé que, je chercherai dans mon ordi, j'ai peut-être ça quelque part, que dans le droit français, pour qu'il y ait crime contre l'humanité,
il fallait qu'il s'agisse d'un crime commis dans le cadre de la complicité avec les puissances de l'Axe. Donc on était du coup que dans la Seconde Guerre mondiale. Mais c'était fait exprès. Je veux dire, j'allais dire quelque chose de pas... mais voilà, parce que tout le monde avait conscience que sinon, il y avait des Vietnamiens, il y avait des Algériens, il y avait même, je ne sais pas moi, Jacqueline Guérouge, elle a été torturée, elle est française pleinement citoyenne, enfin, bon, voilà. Voilà, donc, ils ont qualifié ça en réduisant au crime de l'Axe. Ce qui a posé problème au moment du procès Touvier. Là, les historiens étaient fous. Parce que Touvier, pendant la Seconde Guerre mondiale, il était membre de la milice qui n'était pas du tout au service des nazis, qui était une entité autonome du régime de Vichy. Mais pour faire condamner Touvier, comme il y avait cette nécessité dans le droit du lien avec les puissances de l'Axe, il y a eu plein d'argusties et voilà, pour quand même dire que même s'il était dans la milice, dont tous les historiens savent qu'elle n'était pas du tout, elle n'agissait pas sous les ordres des nazis, qu'elle était totalement autonome. Juridiquement, s'il voulait faire condamner Touvier, il fallait établir un lien. Donc, pour mes collègues historiens, moi je m'en souviens, je faisais ma thèse à ce moment-là, c'était affreux, parce que moralement, ils se disaient, bon, quand même, Touvier, il faut le condamner, mais en même temps, c'était au prix d'une contre-vérité historique. Vous comprenez? Alors, on chemine. Ça a fini, et je ne sais plus comment, parce que franchement, je ne suis pas une spécialiste de cette question, par une définition du crime contre l'humanité dans le code pénal, peut-être que vous connaissez mieux ça que moi, et si vous voulez corriger, n'hésitez pas, qui a retenu la notion de plan concerté. Donc du coup, ce n'est pas strictement réservé à la Seconde Guerre mondiale, mais il faut que vous prouviez que de la part de ceux qui ont commis ces crimes, il y a un plan concerté. Je ne sais pas, moi, l'armée qui torture en Algérie, est-ce qu'il y a un plan concerté? Ce n'est pas évident à démontrer. Hein? Alors, de là, vous avez 2 écoles, je crois, mais il faudrait que je fouille un peu dans mon ordinateur. Vous avez des juristes qui vous disent, bah, écoutez, voilà, je suis désolé, la définition du crime contre l'humanité, ça ne marche pas pour les guerres de décolonisation, ça ne marche pas pour la guerre d'Indochine, ça ne marche pas pour la guerre d'Algérie. Et vous avez d'autres, juristes, alors notamment, je vais essayer de la retrouver, qui s'appelle Isabelle Fouchard, qui est une juriste du CNRS, qui est une spécialiste du crime contre l'humanité, qui, elle, a décortiqué toute cette jurisprudence et qui dit que, notamment la Cour de cassation, a fait exprès de définir le crime contre l'humanité, c'est ce que je viens de vous dire, pour exclure toutes les guerres de décolonisation. En plus, il y a eu des procédures, ça je ne connais pas bien, mais il y a eu des procédures, et de la part, je crois qu'il y a un Vietnamien, mais les gens sont déboutés. Voilà. Alors ça, j'ai envie de dire, c'est le crime contre l'humanité comme qualification juridique, avec, du coup, je suis désolée parce que je ne connais pas assez, mais quand même le fait qu'il y a une forme d'incohérence par rapport au droit international où la torture est un crime contre l'humanité. Alors là, après, je crois que ça, on ne peut pas le mobiliser pour des raisons de rétroactivité. Mais voilà. Donc en fait, juridiquement, c'est super compliqué. La colonisation, je ne vous dis pas, parce que là, je vous parle de la torture, parce que la torture, juste en droit international, c'est un crime contre l'humanité. Vous êtes à peu près tranquille, quoi. Enfin, voilà, il n'y a pas de discussion. Mais c'est très compliqué parce que les juristes ont travaillé là-dessus, enfin, en tout cas, les magistrats qui siégeaient, ils ont bien fait attention de ciseler ça pour que... Voilà. Alors, après, les historiens et les historiennes, peut-être aussi les philosophes ou les politistes, on a une autre acception du crime contre l'humanité, qui est de dire que le crime contre l'humanité, c'est pas qu'une notion juridique, c'est aussi pratiquement une notion philosophique qui désigne les crimes portant atteinte à l'humain et que finalement, on peut très bien adopter, du coup, une définition du crime contre l'humanité large qui permet des condamnations qui ne sont pas devant les tribunaux, parce que franchement, maintenant, aller chercher des tortionnaires de la guerre d'Algérie encore en vie, c'est pas facile, ou alors vous allez tomber sur un appelé qui a survécu et qui a encore juste le malheur d'être encore en vie, quoi. Bon, voilà, hein, c'est plus les responsables, hein, c'est pas les ministres des pouvoirs spéciaux, c'est pas le commandement, hein. Donc finalement, quel intérêt?
Mais cette conception du crime contre l'humanité, elle a été retenue pour l'esclavage notamment. Hein, encore une fois, je ne connais pas très bien ça, vous irez regarder en ligne, mais il y a eu une loi française qui a déclaré que l'esclavage était un crime contre l'humanité. Voilà. Donc, à ce titre, on peut, on peut en discuter, vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais dans cette acception-là, on pourrait défendre l'idée que la colonisation est un crime contre l'humanité. Ça ne veut pas dire que, historiquement, c'est la même chose que l'esclavage ou la Shoah. Historiquement, c'est absolument pas la même chose. Pourquoi pour moi quand même, pour vous donner le fond de ma pensée? Et franchement, je peux le dire parce que maintenant j'ai de l'ancienneté, donc je ne sais pas que je peux me permettre de tout dire, mais c'est facile à partir d'un certain âge de tout dire. Parce qu'en fait, pour moi, comme historienne, qu'est-ce qui pourrait justifier qu'on rassemble l'esclavage, la Shoah, la colonisation? C'est quand même compliqué historiquement, hein, vous comprenez bien, ce n'est pas du tout la même chose. C'est que ce qu'il y a de commun dans ce type d'entreprise historique, c'est que ça repose sur une vision de l'humanité comme étant composée de races, contestable, on est d'accord? D'une part, contesté de races, et deux, qu'il existe une hiérarchie entre ces races, et trois, que les races considérées comme supérieures ont des droits d'exploitation, de colonisation, voire de destruction, des races considérées comme inférieures. Et donc là, peut-être qu'il y a quelque chose... Voilà. Après, pour vous dire encore le fond de ma pensée, je ne pense pas qu'Emmanuel Macron ait réfléchi à ce point. Et en réalité, quand vous entendez dans les médias que l'État français ou Macron dit ça, et puis le président algérien dit ça, la seule grille de lecture, c'est la diplomatie. Ce sont des relations diplomatiques, ce sont des chefs d'État, et d'ailleurs, quand on étudie les relations franco-algériennes sur la longue durée, c'est presque caricatural, mais dans les moments de réchauffement, il n'y a plus de contentieux historique, et dans les moments de refroidissement, c'est là que vous voyez ressortir le contentieux historique. Voilà. Et donc, cette déclaration, Emmanuel Macron, il l'a faite à la télévision algérienne, dans un contexte de campagne électorale, où on peut supposer qu'il y avait peut-être l'idée en France de récupérer des voix dans des couches de la population qui auraient pu être sensibles à cette parole. Voilà. Alors, d'abord, encore une fois, il ne faut pas, comment dire, quand on est chercheur, on n'est plus naïf. On perd sa naïveté. Vous connaissez quand même l'histoire des crânes dits de résistants. En fait, il y avait parmi ces crânes des crânes qui n'étaient pas des crânes d'insurgés algériens du 19e, mais qui étaient des crânes d'Algériens qui avaient combattu avec l'armée française. Vous avez suivi ça ou pas? Voilà. Donc, ces opérations-là, on peut les approuver, etc., mais quand on les regarde de près, elles sont souvent pleines de... C'est vraiment des opérations politiques, quoi, où les vérités historiques ont peu de place. Hein. Bon, alors, sur les archives, les deux États ont tous les deux des thèses qui ne tiennent pas, au regard de ce que nous, on sait quand on travaille dans les archives. L'État français dit, et ça, je ne crois pas que juridiquement ce soit solidement fondé, je ne connais pas le droit des archives pour le coup, mais il y a une sorte de doctrine, enfin pas de doctrine, mais d'habitude, bon, quelque chose qui a été négocié en fait au moment de l'indépendance de l'Indochine, c'est de dire qu'une ancienne puissance coloniale peut amener dans la métropole les archives qui sont dites de souveraineté, mais elle doit laisser sur place les archives dites de gestion. Vous pouvez lire tous les juristes droit des archives que vous voulez, la distinction n'est pas très claire. En gros, les archives de gestion, c'est des archives de l'administration qui servent à la continuité de l'administration. Donc vous n'emmenez pas l'état civil, vous n'emmenez pas le cadastre, parce que sinon l'administration indépendante, elle ne peut pas fonctionner. Évidemment, il faut le cadastre, il faut l'état civil. Bon, c'est toujours les exemples qu'on donne. Et les archives de souveraineté, ça va être par exemple les archives du gouvernement général, qui sont liées à l'exercice de la souveraineté coloniale sur le territoire. Bon. Mais alors après, entre les deux, il y a plein d'archives
C'est un peu compliqué de savoir si c'est de la gestion ou de la souveraineté. En tout cas, la thèse française, c'est nous avons une doctrine, on trie les archives de souveraineté, on trie les archives de gestion, nous ne ramenons que les archives de souveraineté, on est dans notre bon droit. En réalité, les transferts d'archives au moment de 62, ils n'ont pas du tout été maîtrisés. Je vais vous donner une anecdote que m'a raconté une fois un archiviste d'Aix-en-Provence. Il y a un appelé qui avait participé à l'enlèvement des cartons dans un centre d'archives parce qu'on avait décidé de les ramener en France, mais il avait un escabeau qui ne lui permettait pas d'aller jusqu'à la dernière étagère, donc ils ont tout pris, mais ils ont laissé la dernière étagère. Voilà. Et en Algérie, aujourd'hui, c'est très étonnant, il y a un terme en archivistique qui existe qui s'appelle le terme d'épave. C'est en gros quand il y a des archives qui sont restées quelque part, voilà. Et en fait, régulièrement, par exemple dans les communes, vous allez dans les caves des mairies, il y a des sacs où il y a des cartons, voilà, qui sont restés là de la période coloniale. Bon. Donc le tri, il n'a pas eu lieu, y compris parce que les transferts d'archives n'ont pas été complètement maîtrisés. Il y a aussi eu des transferts d'archives pour faire échapper des archives à des destructions. Par exemple, il y a ce qu'on appelle le fonds ottoman, c'était des archives de la période ottomane qui ont été amenées en France parce qu'elles avaient une très grande valeur patrimoniale, évidemment, et il y avait la crainte qu'elles soient détruites dans la guerre. Bon, donc la thèse, on a trié la souveraineté, la gestion, on n'a ramené que la souveraineté. Non, c'est pas vrai, mais éventuellement, ça peut vouloir dire que les archives de souveraineté qui sont restées là-bas. Hein, mais ça ne permet pas, ça ne nous donne pas une grille de lecture correcte pour savoir ce qui a été ramené ou pas. Quand même, je tiens à dire que les archives ramenées d'Algérie de l'époque coloniale, elles sont conservées à Aix-en-Provence, aux Archives nationales d'outre-mer, et les Archives nationales d'outre-mer ont fait un travail d'inventaire et d'identification des fonds qui est absolument colossal. Donc si vous allez sur leur site et si vous vous rendez sur place, aujourd'hui, vous pouvez faire un état des lieux de ce qui a été amené d'Algérie en France. Hein. Que ça ne corresponde pas à un tri rationnel souveraineté-gestion n'empêche pas que si vous voulez savoir ce qu'il y a en France, vous allez à Aix et vous le savez. Par ailleurs, la thèse algérienne, c'est celle du pillage, disant on nous a tout pris. Sauf qu'avec ce que je viens de vous dire, vous voyez bien que ce n'est pas vrai non plus. Et si vous allez dans les archives des wilayas, les départements, si vous allez aux archives nationales à Alger, mais il y a plein de cartons de l'époque coloniale qui sont restés là-bas et qui sont des archives de l'administration coloniale. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai un étudiant qui a fait une thèse, enfin maintenant il est maître de conférence, il a fait une thèse sur le banditisme rural en Algérie au début du XXe siècle. Il a utilisé les archives du service des eaux et forêts français, parce qu'il y avait un service des eaux et forêts avec des gardes champêtres, et les archives du service des eaux et forêts, elles sont à Alger. Voilà. Donc, la question des restitutions, là encore, c'est une question politique. Vous avez le droit de penser qu'il faut des restitutions, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Ce n'est pas mon problème, là, comme historienne. Ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'avec la Tunisie et le Maroc, il y a des solutions qui ont été trouvées par la numérisation, qui permettent de résoudre la question, de dire on ne va quand même pas ramener des kilomètres et des kilomètres de carton, et puis on ne va pas demander à l'Algérie de transférer en France des trucs qu'ils ont et qui sont de la souveraineté, etc. Donc, on pourrait imaginer, plutôt que des restitutions formelles avec cérémonie, etc., on pourrait imaginer des copies numériques avec des échanges de, je ne sais pas moi, que quand le pays qui a le papier garde le papier, récupère la copie numérique, et comme ça, tout est présent des deux côtés. Vous voyez ce que je veux dire, hein, dans des logiques de recherche. Parce que du point de vue de la recherche, le problème qu'on a, moi ça fait 25 ans que ça dure quand même, hein, c'est qu'en fait, quand vous lancez un projet et que vous voulez trouver des archives, eh bien, vous ne savez pas où elles sont. C'est-à-dire, si vous allez à Aix, vous voyez que ce n'est pas à Aix, ça ne veut pas pour autant dire que c'est en Algérie, parce qu'il y a eu plein d'archives détruites ou perdues, ou même à l'époque même des institutions qui n'ont pas versé leurs archives au service d'archives qui existait en Algérie coloniale. Voyez ? Donc en fait, sur les restitutions, personnellement, moi je suis favorable à l'idée d'un partage par la question des copies, parce que du point de vue de la recherche,
je pense que c'est ça l'essentiel, c'est qu'on puisse accéder aux archives et qu'on puisse travailler. Et le paradoxe du discours officiel algérien sur le pillage, c'est qu'en fait, même en Algérie, on ne connaît pas la richesse des fonds coloniaux qui sont restés sur place. Et l'accès aux archives n'est pas facile. Et il y a même des cas où vous avez des chercheurs algériens qui s'embêtent à demander des visas, qui n'obtiennent pas toujours et ça coûte cher, qui viennent à Aix voir des archives alors qu'il y a des doublons qui sont en fait en Algérie, mais on ne le sait pas. Donc en fait, pour finir, ma position d'historienne, c'est vraiment que du point de vue de la recherche et de la déontologie, il faudrait que tout soit des deux côtés et qu'on puisse accéder à tout au mieux des deux côtés. Et après, sur le plan politique et symbolique de la restitution, ça encore, je fais confiance aux deux États pour se trouver des cérémoniales, des formules pour... voilà. Par exemple, et j'arrête parce que c'est l'heure, récemment, il y a eu je ne sais pas pourquoi, une sorte de campagne de presse qui en plus a été en partie relayée sur les réseaux sociaux, disant « La France a restitué 2 millions de documents à l'Algérie ». Alors là, je ne vous dis pas dans la profession, je dis « Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Enfin, 2 millions de documents. Renseignement pris, c'est quelque chose qui a été fait il y a longtemps, et c'est parce qu'en fait, aux ANOM, ils ont numérisé quantité d'images, et donc c'est quelque chose qui a déjà fait l'objet d'accords, et ce sont les fichiers numériques d'images numérisés aux ANOM qui ont été donnés, enfin je ne sais pas comment dire, ou exportés, enfin en Algérie. Et donc je ne sais pas pourquoi, récemment, d'un seul coup, ça a fait le buzz, tout le monde s'est jeté là-dessus alors que ça n'a rien de neuf.